Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Imaginez un instant votre vie sans aventure. Et vous aurez la meilleure image de l'ennui. L'aventure, c'est ne pas savoir où l'on va. Le goût pour la quête, plus que pour la destination. La volupté aussi de se perdre sur le chemin. L'envie de rentrer à la maison, mais la douleur de se sentir triste quand enfin on rentre chez soi. L'aventurier est nomade, c'est là sa force, mais parfois lui aussi en souffre. Elle est en route sur les chemins de la philosophie. Place à l'aventure. Si l'aventure a un nom, c'est celui d'Indiana Jones. Le docteur Jones a trouvé Norachi pour moi. Et il est ici pour me le remettre tout de suite. Qui c'est en face, Noura? Si! Nous dirons les ce revolver, fiston. Bonjour Pierre Judet de Lacombe. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je suis particulièrement heureuse de vous recevoir à ce micro en ce début de semaine sur l'aventure. Cette invitation coïncide avec la sortie de 2 de vos ouvrages, Être Achille ou Ulysse, qu'on trouve aux éditions Bayard, et puis une biographie, si ce terme peut s'appliquer, de Homère. Donc si ce terme peut s'appliquer à Homère, dont on ne sait pas vraiment s'il existait, qu'on trouve en folio, la collection biographie. 2 ouvrages passionnants dont je recommande d'emblée la lecture. On va parler de l'Odyssée aujourd'hui, d'Ulysse. Ulysse, un aventurier un peu peut-être particulier. C'est vrai, quand on se demande ce que c'est qu'un aventurier, on pense à Indiana Jones d'emblée. Or, Ulysse, c'est un peu l'anti-Indiana Jones, non ? Ben oui, lui, il a qu'une envie, c'est de rentrer chez lui. Donc, il va essayer de trouver le chemin le plus court, il le trouve pas, parce qu'il faut 10 ans, mais il n'est pas en quête de quelque chose. Il est en quête du chez-soi. Donc la chose la plus simple, la vie la plus banale qu'on puisse imaginer pour un petit roi grec avec ses troupeaux, sa famille. Voilà, c'est ça qu'il veut. Après la gloire immense qu'il a obtenue à Troie, parce que c'est lui qui a pris Troie, donc il a été ce qu'aucun humain n'a pu être, sauf lui, protégé des dieux, glorieux, victorieux. Et il veut quitter ça pour être chez soi. Donc au départ, c'est l'inverse d'un aventurier. Sauf qu'il est contraint à des aventures, et comme il a l'esprit aux 1000 détours, il arrive à s'en sortir à chaque fois. Mais ce qui est frappant, c'est que tous les mondes qu'il traverse, bon, il les quitte, et même parfois il les détruit. Donc il y a de la curiosité, Dieu sait, mais c'est d'abord être à Ithaque. Ce que vous dites, c'est qu'il est contraint par ses aventures, par les dieux, par les passions humaines, et qu'en fait, il ne choisit pas l'aventure, elle s'impose à lui. Alors, elle s'impose parce que les Grecs ils ont commis des crimes contre l'humanité abominables dans la prise de Troie, qui était une chose monstrueuse. Et donc, les Grecs se sont donné ça comme mythe fondateur. Ça, c'est intéressant. Raconté dans l'Iliade. Ça, c'est donc Homère dans l'Iliade l'annonce. Après, ça a été raconté dans des poèmes qu'on en a perdus. Mais c'est très célèbre. On les voit dans les images, tout ça. Et là, Ulysse, un peu hésité au moment de partir, Nestor, donc dont le nom veut dire l'homme du retour, Nostos, Nestor, lui a fait la traversée en une journée. Donc, parce qu'il a compris les dieux étant tellement mécontents, il fallait pas essayer de pactiser avec eux. Ulysse a hésité, et finalement il est pris par une tempête et arrive après le cap Malais, qui est une espèce de cap Horn de la Grèce, là au sud du Péloponnèse. Il est pris dans un monde qu'il ne connaissait pas. Un monde donc tout à fait étonnant, donc il ne pouvait pas prévoir. Alors c'est vrai qu'il est aventurier au sens où chaque fois qu'il arrive dans un lieu inconnu, il envoie des compagnons ou lui-même pour essayer de savoir de quoi il s'agit. La question, c'est quels sont ces hommes mangeurs de pain? Est-ce qu'ils sont justes ou injustes, pieux ou non pieux? Parce que l'idée, c'est de savoir est-ce qu'ils vont me faire des cadeaux et est-ce qu'ils vont me permettre de rentrer chez moi. C'est ça c'est vraiment son obsession. Et même quand il raconte dans le palais de Nausicaa et de son père Alkinoos toutes ses aventures, c'est aussi il montre des sociétés qui ne veulent pas le laisser partir, ou qui, au contraire, le laissent partir, mais ça se passe mal, pour obtenir d'eux le retour, parce que ce sont des grands navigateurs, avec des bateaux qui vont vite comme la pensée, quoi. Et donc, il faut en fait, ce qu'il veut, c'est être sûr qu'il le ramène chez lui. Ce qu'ils vont faire, effectivement. Donc, tous ces récits d'aventure ont ce but, mais c'est beaucoup plus riche que ça, parce que ce sont des mondes totalement imprévus.
Cette imprévisibilité, on la retrouve dans la forme même du texte de l'Odyssée, parce que c'est pas un texte qui est vraiment, qui se récite, disons, de manière chronologique. On apprend ce qui s'est passé à travers souvent le récit qu'en fait Ulysse au personnage qu'il rencontre. Ah oui, c'est une combinaison, ça combine des éléments très très divers, c'est très complexe, et donc par exemple, les récits d'Ulysse, ses aventures, sont racontés par lui-même et non pas par un aède, un poète, donc qui chanterait avec sa lyre, qui serait aveugle et inspiré par les muses. Non, c'est lui. Et il parle, donc il ne chante pas, mais ça fait plusieurs chants de l'Odyssée. Et ça, c'est discontinu, et souvent dans le même des aventures, parfois il dit on a navigué 6 jours ou 9 jours, et parfois c'est et là on vit, et là on vit. Donc c'est complètement, c'est fragmentaire. Voilà, on le sent. C'est pas un monde continu. D'ailleurs, on peut absolument pas situer les différents lieux, plus ou moins les uns par rapport aux autres, mais je veux dire, c'est pas un espace géographique cohérent. Donc c'est un espace imaginaire, et c'est ça qu'il faut accepter ça, que le texte lui-même est une aventure. Donc exactement. Il est imprévisible. Absolument. Donc même s'il y a un prophète, Tirésias, qui lui dit comment il va rentrer, Circé lui dit par où il doit passer, etc. Donc le public attendait ces épisodes, mais quand ils arrivent, c'est tout à fait surprenant, quoi. Donc c'est fait pour qu'on aille de surprise en surprise jusqu'à la fin. La surprise essentielle, c'est quand même la découverte d'Ulysse par lui-même. Il y a une division en lui, une division identitaire, on pourrait le dire en ces termes. Alors, il y a une vraie... c'est un peu comme Achille dans l'Iliade, qui ne peut pas être lui-même parce qu'il peut pas se battre, il décide de pas se battre. Et Ulysse, c'est vrai, qui est le roi, qui a su amener les Grecs à la victoire, qui a su, dans le cheval de Troie, les calmer parce que Hélène venait autour et qui voyait qu'il y avait des guerriers imiter la voix de leur femme. Alors il dit non, le retour, c'est pas maintenant, il faut d'abord vaincre. Donc c'est l'homme de la cohésion. Même dans l'Iliade, c'est déjà ça. C'est l'homme qui fait la société par son discours, qui fait que l'armée grecque ne se débande pas à Troie, et ensuite qui fait tout pour sauver ses compagnons. Et donc c'est dit au début, il a tout fait pour sauver ses compagnons, la société. Or, il est isolé. Il est démuni de tout, et il sait même plus qui il est, on sait même pas quelle est son apparence physique, ça y est, on peut pas dire qu'il ait une identité. Enfin, ce qu'il est lui, c'est d'être changeant perpétuellement, sauf avec cette obsession de rentrer chez soi. Mais même chez soi, c'est un monde d'ennemis. Et donc là, il doit apparaître comme un mendiant, comme pas lui. Et mais alors, qu'est-ce que lui, finalement? Alors, c'est ça qui est passionnant. Lui, c'est minimal. C'est-à-dire, c'est le trajet du héros le plus glorieux, le plus divinisé, si on peut dire, à l'homme le plus humain, le plus normal. C'est cette tension-là, et ça passe par une dépossession totale de soi. Il arrive nu, donc dans l'île des Phéaciens, chez Nausicaa, plein de saumure, donc horrible, quoi. Donc c'est un être merveilleux par ailleurs. Mais il peut changer immédiatement. Athéna lui met la grâce sur les cheveux, etc. Ce désordre, parce qu'en fait c'est ça, c'est le récit d'un désordre quand même, l'Odyssée. On va essayer non pas de lui donner un ordre, mais en tout cas d'y pénétrer par un point d'entrée. Je vous propose qu'on entende un extrait du chant 10 de l'Odyssée, dans lequel Ulysse raconte ce qui s'est passé avant, et surtout raconte le moment où l'aventure surgit devant lui. C'est l'aventure en fait de sa propre existence. Il s'agit de savoir s'il faut rester en vie ou non quand tout le conduit vers la mort. 9 jours durant, nous naviguâmes jour et nuit. Le 10e jour déjà parut la campagne natale, et nous apercevions les hommes et les feux tout près. Alors le doux sommeil m'envahit. J'étais épuisé, ayant toujours tenu le gouvernail, le refusant aux autres pour que nous fussions plus tôt rendus. Et cependant, mes compagnons parlaient tous à la fois, affirmant que je rapportais de l'or et de l'argent, cadeau d'Éole, généreux fils d'Hippotas. Et ils allaient, disant, se regardant les uns les autres, « Et voilà maintenant ce qu'Éole par amitié lui a donné. Allons, vite, voyons ce qu'il en est, combien d'or et d'argent il y a dans cette outre. » Tels étaient leurs propos. Ce mauvais dessein l'emporta. Ils défirent le nœud, tous les vents sautèrent dehors, l'ouragan vite déchaîné les rejeta au large, tout en pleurs, loin de la patrie. Moi, cependant, réveillé, je me demandais dans mon cœur sans reproche si j'allais me jeter à l'eau pour y périr, ou subir en silence et rester avec les vivants. Je restais, je subis, couché, tête couverte dans le bateau. Les vents maudits nous ramenaient à l'île d'Éolie, et mes compagnons gémissaient.
de l'Odyssée, Ulysse en arrive au moment de son récit où, ayant reçu d'Éole le cadeau d'une outre, où sont enfermés tous les vents, il est tout près de rentrer chez lui. Mais finalement, la curiosité et l'envie de son équipage, qui profite du sommeil d'Ulysse pour ouvrir l'outre dont s'échappent tous les vents, bien, va les entraîner à la dérive et va éloigner Ulysse de chez lui. Au fond, l'aventure d'Ulysse peut se résumer en une phrase, une question même à Pierre Judet de Lacombe. Comment continuer à vivre ? Oui, là, c'est tout à fait étonnant, c'est magnifique. C'est-à-dire, Ulysse est près d'arriver, donc il a tenu bon la gouverne du bateau, donc jusqu'au bout pendant tous ces jours. Là. Et au dernier moment, il lâche prise et il va s'endormir. Il y a les sommeils d'Ulysse, comme ça, et au moment où il faut pas, ça arrive plusieurs fois. Et donc là, c'est la crise, et on voit que donc ce retour presque fait, puisqu'il voit les fumées, les hommes, les maisons, etc., les bêtes. Donc tout ça, ils sont tout près d'arriver, et là, bon, ça disparaît en un instant, et après c'est un chaos des vents, il va vraiment n'importe où, donc on peut même pas se situer. Alors que Éole lui a donné donc une outre avec des vents, et il y avait un bon vent, un bon zéphyr, donc plutôt un vent qui vient de l'ouest, qu'il avait porté vers Ithaque. Alors ça c'est vraiment, effectivement cet épisode ça rassemble tout, parce que Éole c'est une île flottante, donc on peut pas la situer, hein, elle erre, mais c'est une île dure, avec des murs de bronze, de bois. Donc Éole a des filles et des fils qui sont mariés entre eux, c'est l'endogamie, le plaisir, on fait la fête, et là Ulysse fait le poète, il raconte les histoires. Alors on dit même qu'il raconte le retour des Grecs, on voit pas comment il le sait. Ouais, c'est il raconte la prise de Troie, tout ça, voilà. Et donc c'est le bonheur. Et Éole, mais en même temps, c'est un bonheur faux. C'est-à-dire que c'est pas comme ça va être dans le cas avec l'île des Phéaciens, où là, on a une institution politique complexe, qui est aussi un monde utopique qui doit disparaître. Mais là, c'est une impossibilité. Éole fait comme si on pouvait tout tenir. Ce serait la pensée qui se ferme sur elle-même, qui arrive à la perfection une espèce d'ordre monastique comme ça, et heureux, en même temps avec le plaisir. Mais en fait, cela contient des forces de dispersion extrême, c'est-à-dire les vents. Et Éole, son cadeau est fou, ce sont des vents dans une outre. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc dès qu'on ouvre, ça s'échappe et ça part dans tous les sens. Et les compagnons qui sont même pris par un mouvement comme ça de cupidité, de jalousie, disent voilà, nous on a fait la guerre, on n'apporte rien, on va voir son or, ce qu'il apporte, on va partager. Donc ils veulent, en bon guerrier grec, ils veulent faire un partage. Eh bien, c'est du vide, mais c'est du vide, c'est du chaos désordonné, quoi. Et donc c'est du vide en mouvement. En mouvement, c'est ça comme étant le chaos pour les anciens, c'était ça, quoi, des tourbillons. Et donc il y a rien. Et il faut donc c'est comme si on était au plus près de la réussite, mais avec cet idéal de clôture, de perfection, d'endogamie, de famille d'Éole. Et donc Éole, en fait, il est vaincu de certaine manière. Et quand Ulysse revient et lui demande à nouveau le retour, Éole l'envoie au loin en disant tu es haï des dieux, donc je ne peux rien pour toi. Et donc c'est intéressant comment fait l'Odyssée, c'est un peu structuraliste, si on peut dire. C'est-à-dire vous avez des lieux qu'on ne peut comprendre que les uns par rapport aux autres. Éole, évidemment, c'est la perfection, c'est par rapport à Ithaque, où là, il s'agit de se marier, donc les prétendants veulent Pénélope, tout ça. Bon, on n'est pas dans l'endogamie. Mais vous avez l'île des Phéaciens, ensuite, qui sera vraiment l'île du salut, même si cette île doit disparaître. Alors là, c'est une perfection réalisée par la technique, etc., par le sport, par les jeux, par la poésie. Bon, c'est la pensée qui dirige les bateaux, etc. Tout à fait autre chose. Donc c'est comme si les étapes de l'Odyssée, ce sont des moyens de représenter, sont des idées, de cette manière, des moyens de représenter ce que peut être une société, un rapport aux dieux, ou sauvage ou non sauvage, etc. Donc on passe par des lieux comme ça, et toute une topographie imprévue. Ça, Ulysse pouvait absolument pas savoir tout ça. Et alors, ces lieux qui ne sont ni Troie ni Ithaque, c'est ça qui est important. C'est ni le lieu héroïque de la gloire, de l'apothéose, ni le lieu de la vie répétitive, quotidienne, avec ses petits troupeaux, ses richesses. Ce sont des lieux qui correspondent à une seule idée. Et Ulysse en fait l'expérience. Et alors après, quand il arrive chez lui, ça c'est quand même la seconde moitié, c'est la moitié de l'Odyssée, quand même. Le retour, récupérer son épouse, c'est bien. C'est une guerre aussi. Eh bien, on voit que toutes ces îles donnent un éclairage sur ce qu'est la société du présent, la société d'Ulysse, qui est la société normale, disons, la société du public d'Homère. Alors on va aller ensemble, on va continuer le voyage avec Ulysse, aux côtés d'Ulysse. On ira voir les merveilles du palais d'Alcinous ensuite. Mais avant ça, encore un point sur le texte qu'on a entendu quand même, parce que vous avez bien décrit le contexte dans lequel il s'inscrivait.
Ulysse disait ceci, moi cependant réveillé, je me demandais dans mon cœur sans reproche si j'allais me jeter à l'eau pour y périr ou subir en silence et rester avec les vivants. C'est une question ici de vie ou de mort que se pose Ulysse. On n'est pas dans un héros proche des dieux qui, de toute façon, comme il serait immortel, pourrait braver les dangers. Non, au contraire, il se demande s'il ne vaut pas mieux se tuer en mer que de continuer l'aventure. Oui, alors c'est surprenant parce que c'est rare qu'un héros se pose cette question. Normalement, il veut la gloire, il veut agir, etc. Alors là, ça veut dire que à ce moment-là, tout ce qui constituait son identité sociale, comme roi, etc., son lieu, sa nature, tout ce qu'il voulait, a disparu. Parce qu'on est dans un chaos total, quoi. Et donc, il n'a plus d'identité. C'est-à-dire qu'il est réduit à presque rien. C'est un souffle. Et on dit bien, c'est une psyché. Et les compagnons, ils vont perdre leur psyché dans l'île du Soleil. Parce qu'ils mangent des vaches qui étaient tabous. Et donc, Ulysse est réduit à presque rien. Donc, et c'est ça, cette conversion. C'est-à-dire que lui qui avait accumulé les identités, si on peut dire, de roi, de marin, etc., eh bien, il doit être accepté d'être réduit à une pure énergie, comme un atome qui se déplace dans le vide, et c'est ça qui va devenir, et c'est ça que dit ce chaos des vents. Et il va perdre, en fait, ce qui est frappant, c'est qu'avec ses aventures, les aventures successives, il va perdre de plus en plus tout ce qui fait sa force, d'une certaine manière. Et quand il arrive justement chez Nausicaa, il est nu, il n'a strictement rien. Et c'est à partir de là qu'il devra reconquérir quelque chose. Et c'est là où c'est, même d'un point de vue philosophique, c'est passionnant. C'est-à-dire que pour l'Homère, l'Homère de l'Odyssée, nous ne sommes pas quelque chose. Nous pensons être quelque chose. Et encore plus si on a une gloire de héros, évidemment. Mais en fait, non. On est une simple... Ni quelqu'un, ni quelque chose. Ni quelqu'un, ni quelque chose. On est un simple mouvement, une potentialité qui peut être le désir, la cupidité, comme les compagnons, ou qui peut être simplement l'envie de survivre. Parce que lui, c'est ça il se protège. Donc c'est un mouvement négatif de fuite. Et Ulysse fuit tout le temps. Et après, les sophistes, les atomistes vont théoriser ça en philosophie. Oui, vous parliez d'atomes. Oui, c'est un atome, c'est exprès. C'était que Ulysse, il existe comme quelqu'un qui fuit. Même la beauté, il doit fuir. Même l'immortalité, tout ça, c'est pas lui. Mais lui, c'est quoi? Et donc ça, on verra, c'est presque rien. Et ça, il doit le reconstituer par le langage, par l'amour aussi, mais aussi il se fait la ruse. Et donc on est toujours quelque chose en mouvement. Alors que ça, c'est contre les idées que nous sommes ici quelque part, on en a toute notre généalogie, on a nos racines, tout ça. Ça, pour Homère, ça n'existe pas. Chez soi est un monde étranger. Et donc on est chez soi nulle part, mais on n'est que chez soi aussi. Donc c'est là qu'on peut avoir une famille, un père, comme on voit à la fin de l'Odyssée, et toutes les générations. Mais je veux dire, ça se gagne. Alors là, c'est un point de vue même de la pensée politique grecque, c'est passionnant. C'est-à-dire que, parce que souvent certains se disaient, moi je suis athénien, ou je suis de céphalonien, ou je suis de Corinthe, etc., ou de Sparte. Non, et Homère dit, non, on est mouvement. On n'est que passage. Et donc, mes passages pour créer quelque chose quelque part. Et ensuite, on est langage parce que on raconte ces histoires. Donc, c'est vraiment, pour le dire en jargon, c'est une pensée contre l'idée de substance, quoi. C'est vraiment, nous ne sommes pas quelque chose. Donc, il faut y arriver. Et comment rester vivant, comment rester en vie parmi les vivants, c'est la question que se pose Ulysse. La différence entre lui et nous, parce qu'il y en a quand même une, même là, si tout ce que vous dites semble aller dans le sens d'une forme d'identité entre Ulysse et nous, se pose des questions existentielles, au fond, c'est ça? Alors, c'est des questions existentielles, sauf la grande différence, c'est que nous pensons que nous allons nous réaliser d'une manière ou d'une autre, qu'il y a un avenir, voilà. Donc ça, c'est l'idée du salut, donc l'idée religieuse. Pour les anciens, pas. Le salut, c'était dans le passé. C'est ce qu'on a fait à Troie, si on n'est pas mort, évidemment. C'est-à-dire que si on est vainqueur. Donc ça, c'est la gloire. Et après, le temps, pour Homère et les anciens, la plupart, le temps est indifférent. C'est-à-dire c'est un temps purement répétitif. Il n'y a aucun mieux à attendre. Mais il y a une autre grande différence, c'est qu'Ulysse doit composer avec les humeurs des dieux. Alors, les dieux qui sont jaloux, qui ont leur raison, il a aveuglé le Cyclope qui est le fils de Poséidon, donc il a la colère de Poséidon. Avant, il y a tous les crimes... Qui est le dieu de la mer, donc c'est quand même compliqué. Qui est le dieu de la mer, donc là, il peut pas y échapper, évidemment. Il y a tous les crimes que les Grecs ont fait, donc... alors, Athéna aime bien Ulysse, même si elle a été, souillée presque par les Grecs, et donc, mais elle le protège tout le temps. Donc, les dieux sont des puissances du monde, donc, qui sont avec lesquelles il faut traiter. Ce qui était le cas pour les héros. À l'époque d'Homère, on ne traitait plus comme ça. On ne pouvait pas discuter avec Athéna. Ça se passait pas, ça. Là, c'est que l'époque des héros, l'âge des héros qui est fini. Et donc, ce sont des forces réelles, puissantes, et il faut négocier. Et les dieux négocient entre eux.
C'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on va sauver Ulysse maintenant? Voilà, ça fait 7 ans qu'elle est chez Calypso, donc celle qui cache, qui recouvre Calypso. Est-ce qu'on va l'en sortir? Voilà. Donc tout est négocié, tout est rapport de force. D'où l'utilisation par Ulysse de ce qu'on appelle sa ruse, sa raison, la métisse. Alors la ruse, c'est la capacité de distance, c'est de se dire je dois manger parce que j'ai faim, mais les vaches du soleil là sont à bout, donc je ne mange pas. Alors on ne sait pas comment ils survivent, je veux dire, mais donc alors que les autres peuvent, évidemment, eux ils obéissent à aux besoins. Mais l'être humain est réduit effectivement à des choses très simples, des besoins élémentaires, et même de ça Ulysse sait se détacher. C'est ça la force, quoi. C'est pas une ascèse du tout, quoi, mais c'est la volonté de survie. Des volontés minimales. Qui est confronté dans l'Odyssée toujours à une forme d'altérité. Cette volonté de survie, elle est si forte parce elle est sans arrêt, disons, menacée. Mais la dimension plus existentielle d'Ulysse s'ajoute une dimension plus politique, une réflexion sur l'importance de la culture qui ne naît que dans la confrontation à une autre culture. Allons, suivons les pas d'Ulysse et allons au chant 7 où Ulysse a échoué en Phéacie, il a été recueilli par la princesse Nausicaa, c'était au chant 6, et escorté par Athéna, qui a pris la forme d'une petite fille et qui a entouré Ulysse d'un nuage magique qui le dissimule au regard. Il arrive au palais du roi Alcinous et là, écoutez. Le cœur plein de pensées, il s'arrêta devant le seuil de bronze. Un éclat comme du soleil ou de la lune rayonnait sous les hauts plafonds d'Alcinos. Car des parois de bronze s'élevaient des deux côtés, du seuil jusqu'au fond, avec des frises d'émail bleu. Des portes d'or fermaient la robuste maison. Les montants en étaient d'argent, le seuil de bronze, d'argent encore le linteau, et l'anneau d'or. D'or et d'argent, 2 chiens flanquaient l'entrée, dus au métier habile des Festos, et qui veillaient sur le palais d'Alcinos le généreux, en restant immortel et sans jamais vieillir. Du seuil jusqu'au fond, le long des 2 parois, des fauteuils étaient alignés, que recouvraient de légers voiles bien tissés, œuvre des femmes. C'est là que s'asseyaient les gouverneurs de Phéacie, pour boire et pour manger, ayant de tout en abondance. Sur des socles bien faits se dressaient des figures d'or d'adolescents tenant en main des torches allumées, illuminant les nuits dans le palais pour les convives. En sortant de la cour, près des portes, se trouve un grand jardin de 4 arpents tout entouré de murs. Là, de grands arbres ont poussé avec richesse, des poiriers, des pommiers aux fruits brillants, des grenadiers, des figuiers doux, des oliviers en pleine force. Ni l'été, ni l'hiver, les fruits ne font défaut. Toute l'année, les arbres donnent et sans relâche. Un doux zéphyr fait bourgeonner les uns, mûrir les autres. Tels sont, dans ce palais, les dons éblouissants des dieux. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons d'aventure cette semaine, aujourd'hui en compagnie du plus grand aventurier, en tout cas le premier qui soit. Il s'agit d'Ulysse d'Homère, grâce à Pierre Judet de Lacombe qui est avec nous en studio pour nous en parler. Le premier d'entre nous, en tout cas celui aussi qui fait les premières rencontres, disons, nécessaires au développement de la culture à l'origine de laquelle il se trouve. Dans le texte qu'on vient d'entendre, Pierre Judet de Lacombe, on a ici une péripétie qui confronte Ulysse au pôle opposé de la civilisation. On est à l'inverse de la brutalité des Cyclopes. On est ici donc dans le palais du roi Alcinous où tout semble abondance, plénitude. C'est quasiment utopique ici. Oui, c'est l'âge d'or, c'est-à-dire c'est que donc on a vu dans les derniers vers là les dons des dieux, les dieux on les appelle les donneurs de bienfaits. Dotérès et aon en grec. Et là, c'est exactement ça. C'est la perfection. Donc, c'est le degré
suprême de civilisation. Cette île des Phéaciens, c'est la technologie réussie. Donc puis avec Héphaïstos qui peut faire que dans le palais il y a à la fois le jour et la nuit, le soleil et la lune. Il y a des êtres vivants et des automates. Il y a par ces chiens. Là c'est le règne de la technique et en même temps qui est aussi le règne de la nature puisque les fruits sont là à toutes les saisons. Donc c'est la perfection. C'est-à-dire que par rapport à Troie, même qui était la cité riche par excellence, mais par rapport aux cités grecques et à Ithaque notamment qui est assez pauvre, c'est la beauté extraordinaire. Donc, dans votre livre, vous comparez cette île à la Californie. Alors, c'est la Californie d'une certaine manière parce que c'est la technologie réussie. C'est-à-dire que il y a toutes les techniques, la poésie, l'athlétisme, les bateaux qui sont dirigés par la pensée comme nos ordinateurs. C'est dans l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temporalité, de certaine manière, tout est là, donc vraiment on a un rêve californien. Et comme vous savez, ce rêve vient de Woodstock, on a voulu faire d'un Woodstock une chose permanente, et donc il y a un grand helléniste, Douglas Frame, à Washington, qui a dit, voilà, mais l'île des Phéaciens, c'est comme un festival de poésie, comme celui où on récitait Homère, qui devient une société. Bon, c'est ce moment de Woodstock, oui. Voilà, c'est ce moment où on ne vieillit pas, on est quasi immortel, voilà, etc. Alors ça, c'est ça qui permet le retour. Donc les Phéaciens vont donner des cadeaux extraordinaires à Ulysse et il va rentrer chez lui, mais ils doivent disparaître parce que c'est effectivement un monde totalement à côté de la dureté de la vie. Et alors comme les Grecs sont des machistes, donc me permet de dire que celle qui règne, c'est pas le roi, justement, c'est une femme. Donc qui arrêtait, celle que l'on prie, que l'on va supplier, et Athéna dit c'est à elle que tu dois demander le retour, et on la décrit comme un roi. Et en fait, elle ne fait pas de la politique selon des lois, des règles, comme devrait faire un roi, c'est selon son bon désir. Voilà. Et donc on est dans l'immédiat comme ça. Donc ça pour un grec c'est féminin. Bon, excusez-moi. Excusez-les. Et donc Ulysse il est là dans le bonheur absolu. Il pourrait se marier là. Donc c'est pas comme avec Éole qui marie ses fils avec ses filles. Là il pourrait épouser Nausicaa, mais bon il s'en va parce qu'il préfère évidemment être chez lui dans cette idée de fuite permanente. Quoi, il sait pas ce qu'il va trouver chez lui, mais donc c'est pas du courage, c'est de la fuite. C'est de la fuite, mais c'est du courage parce qu'il doit aussi affronter ça. Alors là il a une épreuve extraordinaire, c'est qu'un poète raconte ses exploits à Troie. Les Phéaciens sont ravis, sont dans la grâce, dans le bonheur, et lui il pleure. Alors le roi dit mais ça ne marche pas, on peut pas faire de la poésie si quelqu'un pleure. Et du coup il raconte Ulysse ses aventures. C'est pour ça. Donc là, mais il dit mais vous allez être triste à cause parce que je vais ajouter du malheur, ou même au mien en le disant, et vous aurez le mien. Donc le récit d'Ulysse n'est pas fait d'abord pour plaire. Donc c'est ça qui est important chez ces Phéaciens. Donc c'est une rupture. Mais ils sont tellement saisis par tout ce qu'il a vu, tout ça, qui lui donne encore plus de cadeaux, et donc il peut rentrer immédiatement, puisque le voyage se fait en quelques instants. Et l'épisode au palais du roi Alcinoos, que nous avons entendu, montre aussi là, avec cette confrontation entre deux pôles, disons, de la culture ou de la civilisation, que tout se fait aussi par la rencontre du négatif. Vous disiez que c'est une forme de réflexion sur l'identité. Enfin, l'Odyssée est une réflexion sur l'identité d'Ulysse qui passe par une négativité. C'est pareil pour la culture, en fait. C'est ça que dit le texte. Alors, la culture dit ça. C'est que là, on a la culture réalisée. Alors, c'est vrai que j'aime bien cette idée que ce serait comme le festival de poésie, donc de bonheur, où on devient immortel en écoutant un poète, qui devient société. Mais c'est une chose qu'on quitte. C'est-à-dire que une fois que le festival est fini, on revient et on doit labourer ou s'occuper de son bétail ou faire la guerre. Donc c'est effectivement, c'est toujours c'est l'absence. Ce monde des héros, c'est pas le nôtre. Donc et la force d'Homère, c'est de dire, plutôt que de donner des conseils moraux sur la justice, comme fait Hésiode, qui est son rival, qui vient une génération après. Donc lui, il parle du présent, il dit comment il faut agir. Homère jamais, il ne fait jamais la leçon. Il dit voilà, je vous déploie le monde tel qu'il est et maintenant débrouillez-vous. Le divin Ulysse se réveille tout à coup, mais il ne reconnaît point sa patrie, car depuis longtemps il en était éloigné. Minerve, la fille de Jupiter, répand un divin nuage autour d'Ulysse pour qu'il reste inconnu, et aussi pour qu'elle puisse l'instruire de tout ce qu'il doit savoir. La déesse veut que son épouse, ses concitoyens et ses amis ne le reconnaissent point avant que les orgueilleux prétendants aient été punis de leur insolence. Aussi, tout ce qui environne Ulysse lui apparaît sous une forme étrangère. Les longues routes, les ports protecteurs, les roches escarpées, les arbres chargés de feuillage. Il se lève,
contemple les champs de sa patrie. Mais bientôt il pleure à chaudes larmes. De ses 2 mains il se frappe les cuisses et s'écrie en gémissant « Malheureux, dans quel pays suis-je abordé ? Quels sont les hommes qui l'habitent ? Sont-ils sauvages, cruels et sans justice, ou bien sont-ce des hommes hospitaliers qui craignent et vénèrent les immortels ? Où cacherai-je toutes ces richesses, et moi-même, où vais-je porter mes pas ? Pourquoi les Phéaciens n'ont-ils point gardé leur trésor ? J'aurais été trouver un autre prince magnanime, qui m'eût certainement recueilli avec bienveillance et ramené dans ma patrie. Mais je ne sais maintenant où cacher tous ces biens. Je ne puis les laisser ici de peur qu'ils ne deviennent la proie des étrangers. Ils sont donc sans justice et sans sagesse, les princes et les chefs des Phéaciens qui m'ont fait conduire dans ces contrées inconnues. Ils me promettaient avec certitude de me faire revoir l'île d'Ithaque, et ils n'ont point accompli leur promesse. Que Jupiter, le protecteur des suppliants, les punisse, lui qui voit tous les humains et châtie tous les coupables. Nous ne sommes pas au bout de l'aventure, Pierre Judet de Lacombe, car alors qu'Ulysse s'apprête à rentrer chez lui, il fait une expérience effroyable qui est de ne pas reconnaître le lieu qu'il connaît le mieux au monde et vers lequel il tend depuis le début de l'Odyssée. Oui, on est exactement au milieu de l'Odyssée. Donc il y a autant d'aventures sur mer qu'ensuite cette aventure, c'est la guerre à Ithaque. Alors c'est vrai, c'est stupéfiant. Alors en plus le texte est rusé. Il dit d'abord il ne reconnaît pas parce que ça fait longtemps qu'il était là, et ensuite le texte dit oui, mais Athéna lui a mis une brume sur les yeux, donc il peut pas reconnaître, tout est changé, donc on a les deux. Et là c'est très profond parce que encore une fois, le chez soi c'est pas donné. Être chez soi, ça se conquiert, c'est aussi une aventure. Donc il n'y a pas moins d'aventure chez lui que dans toutes ces mers qu'il a traversées, même l'océan. Oui, comme vous le dites, ça tient une place tout aussi importante dans le texte. Alors c'est la moitié, la moitié du texte. Et donc alors en plus il y a cette chose extraordinaire, Athéna le fait qu'il ne reconnaît pas, donc il est en état d'ignorance pour qu'il sache, parce qu'elle veut lui expliquer, c'est-à-dire il faut il a aucune idée de ce qui se passe, évidemment, à Ithaque, et il faut du discours. Et donc c'est par le discours d'Athéna qu'il va savoir, bon voilà, il se passe ceci, cela, donc de qui il doit se méfier, tout ça. Et c'est comme ça qu'il pourra reconquérir. Donc c'est en refusant d'avoir l'objet présent qu'on peut l'avoir. Ça c'est vraiment aussi un geste qui a fasciné la philosophie, quoi. C'est-à-dire il faut s'abstraire pour pouvoir vraiment saisir. Et c'est ce que Athéna, qui est pas moins rusée que lui, qui est la déesse de l'artifice aussi, l'artisanal, quoi, lui apprend. Et donc on est donc c'est cette leçon-là, c'est-à-dire qu'on erre chez soi. Mais c'est chez soi, c'est ça aussi, il y a pas d'autre. Donc il peut pas ensuite partir ailleurs, il devra repartir après, mais pour à nouveau revenir. Mais on n'est pas, rien n'est donné. Et ça, c'est une chose que les philosophes ensuite ont vraiment travaillé, c'est-à-dire puisque le retour, c'est la figure même de la réflexion. Donc on s'en va au loin et on revient. Donc il va d'Ithaque à Troie, il revient. Là on pourrait penser que c'est un cercle parfait. Mais manque de chance, c'est pas de Troie qu'il revient, c'est des enfers, des lotophages, de chez le Cyclope. La limite vers laquelle il faut aller pour revenir est toujours autre. Et ce qui est frappant dans ce qu'on a lu là, ce que vous avez lu, c'est que il se pose les questions, de quel homme s'agit-il, sont-ils pieux ou pas pieux, sont toujours les questions qu'on se pose quand on arrive dans une île inconnue. Et c'est la question que lui pose le roi Alkinoos. Raconte-nous tes histoires. T'as bien dû voir des sociétés. Quels sont les hommes pieux, pas pieux, etc. C'est la grille de lecture qu'on a, puisque donc c'est le rapport aux dieux, ça c'est essentiel. Et surtout, est-ce qu'ils vont m'assurer la sécurité ? Et donc c'est pas simplement la curiosité ethnographique. Il y a ça, mais c'est vraiment est-ce que j'ai affaire à une société traitable ? Et lui, sa propre société, il ne sait pas. Effectivement, elle n'est pas pieuse et on va retrouver à Ithaque avec les prétendants des traits que l'on a chez les Strigon, chez Éole, chez les Cyclopes, etc. Toutes ces îles sont comme projetées. Et Pénélope, ce n'est ni Calypso, ni Circé, même si elle est rusée comme Circé. À quoi ressemble Ithaque lorsqu'il revient ?
Alors d'abord on ne sait pas où c'est, donc ça il y a un problème parce que Homère nous donne une indication qu'il ne correspond pas à l'île qui porterait le nom d'Ithaque. C'est une île pauvre, il n'y a presque pas de restes archéologiques d'ailleurs, c'est abandonné. Et donc ça, non, il voit un paysage qu'il décrit, c'est un paysage typique. Dire que c'est une banalité absolue. Donc c'est alors sauf là où il y a pourra mettre l'antre des nymphes. Alors là c'est extraordinaire, il y a une espèce de lieu juste près de la plage là où avec les vents qui viennent s'équilibrer, le chaud, le froid, avec les mortels et les immortels. Donc on a comme un lieu géographique qui représente la totalité du monde, avec un équilibre entre les différentes puissances, comme s'il y avait un moment de paix avant que la guerre qui va commencer dans son propre palais. Il revient chez lui comme un étranger, il ne doit pas se révéler, parce qu'au moment où il arrive, donc Pénélope, son épouse, est évidemment là, mais elle est entourée de prétendants qui veulent tous l'épouser afin de régner sur Ithaque. Donc lui doit arriver déguisé en mendiant. Il y a une autre mise en scène de son identité alors qu'il arrive chez lui. Il doit se déguiser en mendiant. Du coup, il est confronté à un autre mendiant parce que les mendiants étaient en compétition. Donc le fameux Eros. Et alors là, il y a tout un problème. Ça va à partir de quand Pénélope le reconnaît ou pas. En fait, elle le reconnaît que très très tardivement, mais le texte fait comme si elle pouvait le reconnaître. Donc comme si c'était là, le texte joue avec la possibilité qu'il soit reconnu tout de suite, au moins par Pénélope, alors que non, c'est que vraiment très tard. Et en jouant là-dessus, donc c'est encore une fois, c'est-à-dire il peut être, c'est ça le paradoxe, c'est vraiment profond. Il peut être efficace comme mari, c'est-à-dire comme celui qui agit stratégiquement pour chasser ses prétendants, qui sont les petits jeunes qui n'ont pas fait la guerre, donc qui sont pas partis. Donc il va les massacrer, mais même là, ça suffit pas. Donc on peut agir efficacement sans qu'on puisse prouver qui on est. C'est encore, après tout, peut-être que c'est quelqu'un qui jouerait Ulysse. Et ça, Pénélope se pose la question, comme elle-même est fourbe, puisqu'elle faisait son tissage qu'elle défaisait la nuit, etc. Donc elle-même, elle est Ulysse aussi. Ça, c'est un autre point. Fourbe ou rusée. En tout cas, pour essayer, de déjouer l'identité peut-être fausse d'Ulysse qui revient chez lui, elle met en place un stratagème qui est génial. Elle sait que Ulysse a construit un lit sur une racine, dans un arbre, donc on ne peut pas détacher le lit de cette racine. Pour mettre à l'épreuve l'identité d'Ulysse, elle feint de demander à la personne présente, à la nourrice présente dans la salle, de déplacer le lit afin d'y accueillir Ulysse pour voir quelle va être sa réaction et enfin pouvoir mesurer si oui ou non c'est vraiment lui qu'elle a en face d'elle. Écoutez. Allons, nourrice, dresse-moi un lit, et que j'y dorme encore seule, car elle, c'est un cœur de fer qu'elle a. La sage Pénélope alors lui répondit, « Malheureux, ce n'est point indifférence ni hauteur ni dépit de ma part. Je sais ce que tu fus quand tu quittas Ithaque sur la barque aux longues rames. Mais allons, Euryclée, dresse le lit solide qu'il avait fait lui-même hors de la forte chambre. Quand vous l'aurez porté dehors, garnissez-le de toisons, de manteaux et de draps chatoyants. » Elle parlait ainsi pour l'éprouver. Ulysse alors, en gémissant, dit à sa fidèle compagne, « Femme, ce mot que tu as dit m'a meurtri l'âme. Qui donc a déplacé mon lit? C'eût été malaisé même au plus habile homme, à moins qu'un dieu vînt à son aide, qui l'eût facilement transporté en un autre lieu. Mais des mortels, aucun, et fût-il vigoureux, ne peut le déplacer. Car il est un secret dans la structure de ce lit. Je l'ai bâti tout seul. Dans la cour s'élevait un rejet d'olivier feuillu, dru, verdoyant, aussi épais qu'une colonne. Je bâtis notre chambre autour de lui. De pierres denses, je la couvris d'un bon toit, la fermai d'une porte au vantaux bien rejoint. Ensuite, je coupais la couronne de l'olivier et, en taillant le tronc à la racine, avec le glaive, je le plantais savamment et l'équarris au cordeau pour faire un pied de lit. Je le perçais à la tarière. Voilà le secret dont je te parlais. Mais je ne sais si mon lit est encore en place, ô femme, ou si déjà un autre, pour le déplacer, a coupé la racine.
Donc à déplacer mon lit, épouse chérie, épouse meurtrie, c'est l'opéra de Fauré qui vient ponctuer donc cette lecture par Yvan Morane du chant 23 de l'Odyssée. Au fond, Pierre Judet de Lacombe, la grande aventure, c'est l'aventure du quotidien. Hein. Comment accepter la dimension la plus ordinaire de notre existence quand elle est toujours le lieu d'une étrangeté? Alors c'est ça, c'est vraiment le retour à la vie conjugale, au quotidien. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que donc Ulysse se dit à la question. D'abord, il dit mais personne ne pouvait le déplacer. Puis après, il dit mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu un autre Ulysse là, donc un autre homme? Et en fait, Ulysse, son lit, c'est une illusion. C'est-à-dire, c'est comme Éole. Il a voulu faire bien implanter avec ses racines. Donc, un lit qui soit à la fois artisanal, parce qu'il doit le tailler. Alors, on ne sait pas si c'est le pied ou tout le lit. Donc, dans l'olivier, en cachette, le fermer. Donc, comme si son palais, sa vie, c'était une nature, comme un monde, comme ça. Donc, parce que l'arbre, c'est une dimension presque cosmologique, quoi. C'est la nature. Lui, il pense domestiquer ça. Il pense qu'il a enraciné sa vie. Mais donc effectivement, il l'a fait puisque c'est un secret. Mais il suffit d'un mot de Pénélope déplace le lit. Il suffit d'un seul mot. Le langage détruit tout. Et donc ensuite ils vont rejoindre ce lit. Donc là, on aura bien ce que lui avait construit, mais complètement transformé. C'est-à-dire ce lit aura été déplacé en parole, puisque ce sera par la ruse de Pénélope. C'est le dernier signe. Enfin, c'est le signe ultime qu'elle me demande. Mais en demandant ce signe, enfin par ses épreuves, de certaine manière, elle détruit ce que Ulysse a fait. Donc il vivra bien dans ce lit-là avec elle, il va pas changer. Mais le monde dans lequel il est aura été défait et reconstruit par le langage. Par le langage. Le langage aura été plus fort que la racine de l'olivier. Que la racine profonde de l'olivier, donc séculaire, etc. Donc tout ça, ce sont des illusions. Donc effectivement, on vit là, mais là où on vit, c'est un artifice. Et donc il y a que ça. Et ça, on doit se battre pour. Et ensuite, Ulysse devra repartir, faire un autre voyage pour revenir et vivre. Enfin, voilà, rien n'est jamais donné définitivement, d'une certaine manière. Pour ça, il faut l'épreuve de la mer. Donc des vagues, pourquoi pour un grec la mer c'est l'insaisissable. C'est ce on peut évidemment, il savait naviguer, mais on ne sait jamais ce qui peut surgir, etc. Donc c'est le temps aussi, c'est le rythme, c'est l'alternance des choses, etc. Et la mer c'est ça, c'est le temps qu'on ne domine pas. Et nous ce qu'on veut, c'est dominer des identités qui sont toujours spatiales. Et lui, ce qu'il a fait avec son lit, c'est une espèce de spatialisation, de fixation de la vie quotidienne. Ben non, la vie quotidienne c'est aussi du temps. Et donc, donc l'épouse peut être plus rusée que le rusé. Il y a quelque chose de profondément ironique, voire tragique, entre cette confrontation, enfin l'écart énorme entre le monde de la force, des vents, de la traversée, et le monde du quotidien, l'univers domestique, qui l'écrase beaucoup plus, en fait, et qui le blesse beaucoup plus à cause d'un mot prononcé par Pénélope. Mais c'est là la vraie histoire, parce qu'on voit bien c'est pour ça que ce sont ces îles avec toujours des histoires amoureuses, Calypso, Circé, ou des sociétés. C'est-à-dire que pour Homère, il ne s'agit pas de faire une carte du monde, carte des vents, la cosmologie, des choses que feront des gens comme Hésiode, etc. Puis après, les philosophes. Non, tout ce qui est, qu'on peut savoir de la nature, de ces grandes dispersions, ces grandes puissance, c'est toujours en rapport avec un lieu d'existence sociale, un lieu politique, enfin humain. Donc où là c'est ça le centre. Donc c'est pas du tout une poésie qui va essayer de construire l'existence humaine à partir de principes divins. Alors Ulysse peut dire, par exemple, les Phéaciens, ils m'ont trompé, donc Zeus les punisse. Ce qui est complètement crétin, puisque justement, donc au contraire, c'est son retour que les dieux ont voulu. Donc c'est-à-dire, il est opaque. C'est opaque ce qui lui arrive. Et donc les gens ont leur théologie comme ça, leur morale, tout ça, mais ça ne marche pas. Et c'est ça que fait Homère, c'est ce décentrement permanent. Mais tout ce qu'on peut dire sur le monde, c'est lié au lieu où on le dit, à qui on le dit et pourquoi. C'est-à-dire que là, il s'agit simplement d'être chez soi. Le but ultime n'est pas extraordinaire. Et les dieux, c'est ça qui est frappant. Ulysse, donc, qui a tué tous les prétendants, après s'apprête à tuer leur père, qui veulent les venger. Et il faut que Athéna et Zeus l'arrêtent. Mais l'état de paix dans lequel il va vivre, ça tient en 2 vers. Ce sont les derniers vers de l'Odyssée. C'est quasiment rien. Ça, c'est pas ça qui intéresse Homère. C'est pas comment on vit. C'est qu'est-ce que c'est que l'existence humaine dans le rapport aux dieux, rapport au temps, etc. Toujours situé. Ça, c'est un petit côté sartrien chez Homère. Est-ce que ça veut dire que, pour Homère en tout cas, est-ce qu'on peut tirer de la lecture de l'Odyssée, ce qui fait monde, en fait, c'est le langage, c'est le récit. Alors, c'est le langage, et c'est le langage non pas en tant qu'il sait dire les choses,
Ça, ce sont des gens comme Hésiode vont penser ça. Donc voilà, on met les mots sur les choses et on organise le réel, bon, comme feront les philosophes. Non, c'est le langage en tant qu'il est dit, prononcé par quelqu'un qui peut être un autre, qui peut être caché, qui peut être, etc., rusé, etc. Mais les mots, bon, comme ceux de la poésie finalement, sont toujours plus forts que ce qui se passe. Donc d'où la fameuse plaisanterie d'Ulysse, je m'appelle personne. Bon, et l'autre, le Cyclope, il le croit. Bon, ça c'est, voilà, on est tenu par le langage. Et alors lui, par exemple, mais le langage peut être destructeur. Les Phéaciens, il les charme par ses récits. Donc c'est pour ça qu'il lui donne vraiment le retour et des grands cadeaux. Mais par le fait même qu'il les ait charmés par le récit, eh bien Poséidon est furieux qu'ils aient donné le retour à Ulysse et donc il ensevelit l'île des Phéaciens sous une pierre. Bon, on sait pas vraiment comment, mais c'est disparu. On peut plus aller chez les Phéaciens. Ils sont hors du monde. Donc tous ces lieux comme Calypso, qui veut dire celle qui cache, eh bien, elle est, elle est abandonnée. Circé qui veut émasculer Ulysse en lui proposant de venir sur un lit, encore un autre, bon, etc. Mais elle lui fait jurer le grand serment, et donc là, le langage aussi, là, empêche ça. Donc ce sont les mots qui souvent régissent les choses. Et l'aventure. Et l'aventure. Et donc, il y a une aventure dans le langage. C'est pour ça que ce poème est discontinu. Il est comme ce qu'il dit, dire que c'est vraiment, c'est pas comme l'Iliade qui est d'une complexité énorme, et au moins là c'est une succession de jours. Dans l'écriture, il y a une grande différence. Alors c'est vraiment très très différent. C'est deux poèmes ultra complexes, à la fois très très unifiés, très réflexifs. C'est vraiment du très grand art, quoi. Mais le point de vue est différent puisque l'Iliade, c'est chante la colère d'Achille, donc c'est une histoire monstrueuse, c'est donc un désastre absolu. Mais là, c'est chante l'homme au mille détours. Donc la substance, c'est cet homme qui n'est pas lui-même au mille détours. Pour l'Eutropos, on ne sait pas si c'est parce qu'il fait beaucoup de voyages ou parce que lui-même, il a beaucoup de tours dans la tête et beaucoup d'apparence et beaucoup d'identité. Donc il est tout ça à la fois. Chante l'un, un homme un, mais qui est multiple. Donc alors, les philosophes se sont emparés de ça, mais ils ont eu tendance à réduire la tension entre l'unité de l'homme qu'il faut chanter et la multiplicité. Donc chez Homère, je pense qui n'est pas un philosophe, même il refuse toute forme de systématisation du discours sur le réel, les dieux, la nature, etc. C'est une expérience, c'est une tension. Évidemment, c'est toujours Ulysse. Mais évidemment, il peut changer. Alors, des philosophes se sont ensuite demandé est-ce qu'il a une identité ou pas. C'est pas le problème. Il est cette tension en permanence, et qui est une tension liée au temps, liée aux mots, liée au langage, liée à l'action, etc. C'est beaucoup plus sommaire et plus profond, certainement. Plus fort, oui aussi. Donc, et cette tension, en fait, elle se résume, elle se construit dans l'Odyssée entre la confrontation entre l'épopée héroïque et le régime quotidien. Voilà, parce qu'il s'agit de revenir, c'est-à-dire que c'est pas simplement revenir chez soi, c'est quitter l'Iliade. Il a été ça, le plus grand des héros, le plus fort, même il occulte Achille, de cette manière. C'est lui qui a pris Troie, c'est pas Achille. Et qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est fini, c'est une chose, on peut pas être plus que ça. Ouais. Donc il y a une espèce de saturation de l'existence là. Et comment on fait pour revenir à une existence défectueuse qui est paradoxalement ce qu'on désire? C'est ça le point. Et l'aventure est là, c'est ça qui est fait l'aventure. C'est pas celle des super-héros, c'est pas celle aller de la chercher vie le conjugale. Graal. C'est pas chercher le Graal. Au contraire, le Graal, il l'a eu. C'est pas Indiana Jones, ouais. Non, c'est le contraire. Il l'a eu, le Graal. Donc il a été divinisé quasiment. Enfin, là-bas, comme Achille aussi, mais aussi comme Hector, enfin tous les grands. Donc on peut dire c'est pas un jugement dernier, c'est pas le salut qui vient au terme de l'histoire comme chez nous, c'est le salut a eu lieu. Ils ont été élus par les dieux pour faire cette action à la fois grandiose et monstrueuse qu'est l'Iliade. Comment on revient de ça? Or, manque de chance, il pensait revenir de là, il doit, donc, comme c'était la limite absolue de l'humain, et il découvre d'autres limites. Alors ça va, donc ce sont tous ces lieux, les cyclopes, les Phéaciens, mais aussi les enfers, où il voit et là les héros, alors là c'est extraordinaire, ils sont tristes les héros. Il y a beaucoup de tristesse dans l'Odyssée. C'est très très, mais il y a beaucoup d'humour, beaucoup de tristesse. Et Agamemnon est un peu bête, il dit méfie-toi des femmes, tu sais, même la tienne, méfie-toi. Enfin, c'est complètement idiot, quoi. Donc, parce que la mienne m'a trompé et m'a tué. Donc et Achille, qui n'est plus Achille. Donc il y a que Ajax qui reste furieux parce que c'est lui il n'a pas eu les armes d'Achille et s'est suicidé. Donc ce sont des ombres qui sont dans la pure répétition d'eux-mêmes. Et même Ménélas et Nestor, que voit Télémaque, les survivants. Parce qu'il y a quelques survivants, comme ils sont vintage, quoi. Ils vivent dans le monde passé, ils n'ont que ça à la bouche. Bon, c'est complet. Et ils peuvent rien dire à Télémaque. Ils sont hors du monde. Alors que Ulysse, paradoxalement, il construit le présent, donc là où il va se retrouver, en passant par des mondes utopiques. C'est pas Troie. C'est le premier lieu qu'il rencontre, c'est qui connaissent, les Cyclones. Là, il vit en une nuit les 9 ans de la guerre de Troie, mais renversé, il est vaincu.
Donc d'abord, il est victorieux, mais les Cicones font venir les alliés, qui sont plus nombreux, et il est vaincu. Donc, il gagne que du vin. C'est la seule chose qui va le servir. Bon, donc ça c'est pour les festins et surtout pour le Cyclope. Et donc, l'Ulysse glorieux se défait en 1 seconde. Et après, c'est les vents, donc la tempête, etc. Et là, c'est un monde inconnu. Mais c'est ça le présent, c'est ça qui est très fort. Le présent, c'est pas, comme dit ce Béotien paysan d'Hésiode, la vertu, le travail, etc. Non, il faut passer par ces mondes extraordinaires pour voir de quoi est fait la vie quotidienne. Qui commence après la fin du film. L'aventure, voilà. En fait, commence après le mot fin. En fait, après, c'est ça. Voilà. À rêver à tous ces jours perdus. En regardant encore vers l'horizon lointain qui semblait le narguer tellement proche et pourtant si loin. Et l'histoire qui t'était aimée, à l'espoir, tout est dérision. Un grand merci à vous, Pierre Judet de Lacombe, d'être venu nous parler d'Ulysse aujourd'hui. Merci à vous. C'est un grand plaisir de vous écouter comme à chaque fois, et c'est aussi un grand plaisir de vous lire. Alors je renvoie les auditeurs à 2 ouvrages de vous qu'on trouve en ce moment, qui viennent de paraître. Être Achille ou Ulysse, quelle question? Une question d'ailleurs que vous avez posée à des enfants qui eux-mêmes vous ont posé des questions. On trouve ça chez Bayard dans la collection Les Petites Conférences. Et puis une biographie de Homère, donc qu'on trouve en folio dans la collection Biographie. Merci à vous. Sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est grand temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. L'aventure continue avec vous, on renoue avec le présent, en tout cas une forme d'actualité. Complètement. Alors il y a 2 semaines, souvenez-vous, histoire très récente quand même, je vous parlais de Virginia Woolf et de ses essais rassemblés sous le titre « Les livres tiennent tout seuls sur leurs pieds » avec cette question « Qu'est-ce que lire ?» Eh bien aujourd'hui, j'ai trouvé l'occasion de poser une autre question, plus souvent soulevée par les philosophes, « Qu'est-ce qu'écrire ?» Mais cette question, je ne la pose pas grâce à un philosophe, mais grâce à un écrivain, encore une fois, et dans un tout autre genre que Virginia Woolf. Bon, alors, je me suis trouvé, et Bukowski, mais moi je ne te dirai pas ta gueule, mais ça fait rien, laisse-moi un peu parler quand même. Nous passons pour des dégueulasses parce que de temps en temps, quand elle nous emmerde trop... Oh, ok. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ok. Bah, finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, cet écrivain américain. Voilà. Vous voulez pas l'emmener, là? Charles Bukowski, vous l'aurez donc reconnu, en tout cas grâce à ses râles d'homme ivre. C'était dans cette séquence devenue mythique sur le plateau d'Apostrophe avec Bernard Pivot à la fin des années 70, et oui, on ne s'en lasse pas. Et cette séquence n'est pas qu'anecdotique, au contraire, elle fait écho au cadeau que nous font les éditions Au Diable Vauvert, celui de publier une anthologie de textes inédits sur l'écriture, écrits par
par Bukowski lui-même. Alors ce sont des lettres à des éditeurs, des directeurs de revues, mais aussi à des amis et des confrères écrivains. L'occasion était donc trop belle de se demander avec cette figure de la contre-culture américaine, alors qu'est-ce qu'écrire? Et la première réponse que nous donne Bukowski, eh bien c'est l'ivresse, cet état de trouble causé par la prise de substances, notamment l'alcool, et notamment, en ce qui concerne Bukowski, semble en effet un état nécessaire à sa création. Alors certes, dans ses lettres, l'alcool est présenté comme un empêchement à la création. En 1953, il déclare ainsi qu'il a dû vendre sa machine à écrire pour se saouler, mais l'ivresse, comme trouble de soi, serait-il en fait le meilleur moyen de s'oublier soi, de s'ouvrir aux autres et d'être perméable au monde? This whole place is diseased with the presence of everybody but myself. Now Linda's going to come back. I'm not going to be happy when she comes back. Bertin, I say, hi. I just don't like people. I only like myself. There's something wrong with me. I don't know what it is, but I'm not going to try to cure it. Dans cette archive de Bukowski, où là on l'entend quand même plus clairement, il nous dit être atteint d'une autre maladie que l'alcoolisme et qu'il n'a pas envie de guérir. Cette maladie, ce sont les autres. Paradoxalement, avec Bukowski, l'écriture est donc à la fois le trouble de l'ivresse qui le décentre, qui l'oublie lui-même, mais c'est aussi les autres. Mais alors qu'est-ce qu'écrire si c'est à la fois être un autre que soi et en même temps être replié sur soi? Eh bien, ce paradoxe semble être une deuxième réponse à notre question « Qu'est-ce qu'écrire ?» Ce paradoxe semble même être l'essence de l'écriture quand on lit les lettres rassemblées ici. Ces lettres incroyables qui sont le témoignage d'une détestation de soi, où toutes les pages écrites, les brouillons, les essais d'écriture, les tentatives de poésie finissent à la poubelle, mais ces lettres qui sont aussi la preuve d'une haine du monde, où les cigarettes n'ont plus le même goût, où le chili et le café sont du plastique, et où, je cite, « les gens se contentent d'acheter des nouvelles voitures, et c'est tout ». Je peux écrire de façon plus précise sur moi-même que sur n'importe quelle autre personne de ma connaissance. C'est une grande source d'inspiration. J'ai vécu des années, des jours, des nuits, des moments étranges et sauvages. Certains de ces moments ont été courageux et humoristiques et d'autres, c'était autre chose. Pas mal de gens m'ont raconté qu'en lisant ce que j'ai traversé comme enfer, ça leur a permis plus facilement de continuer à vivre. J'ai, depuis le jour de ma naissance, constamment adopté la position de l'homme frigorifié. Alors, comment écrire finalement quand on est un homme frigorifié? Et qu'est-ce qu'écrire quand ce n'est plus la peine? Ou encore, il faudrait peut-être retourner la question, quand ce n'est plus la peine, quand on est frigorifié, n'est-ce pas là les conditions de l'écriture? On pourrait parler d'éducation, d'inspiration ou de talent pour écrire, mais on pourrait aussi parler, en guise de troisième réponse, d'enfer, comme on l'a entendu, ou alors de merde. Oui, c'est peut-être l'un des termes les plus récurrents, je dois dire, dans ces lettres, la merde. Et là est peut-être la clé de l'écriture, ce qui pose problème, ce qui dégoûte, mais qui est bien là, sous nos yeux. Et plutôt que de se demander, comme les philosophes, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, pourquoi ne pas se demander avec Bukowski, pourquoi y a-t-il de la merde plutôt que rien, et écrire à partir de ça. Quelle poésie, Géraldine. Merci. Oui, c'est lundi matin. Rappelez-nous le titre du livre, ça a l'air passionnant. Alors c'est vraiment génial, ça s'appelle Sur l'écriture, donc ça rassemble un ensemble de lettres inédites et c'est aux éditions Au Diable Vauvert. Comme quoi, de Bukowski à Ulysse ou d'Ulysse à Bukowski, un seul combat qui conduit à écrire, c'est celui d'essayer de rester en vie. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à Maud Markevitch qui a préparé cette émission, ainsi que David Pargamin, Claire Perryman-Holt, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Yvan Morane qui est à la lecture des textes, Pierrick Charles qui était à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de notre série aventureuse sur l'aventure. Après Ulysse et l'Odyssée aujourd'hui, demain nous suivrons Joseph Conrad au cœur des ténèbres. Ce sera en compagnie de Marc Poré. D'ici là, rendez-vous sur le site Les Chemins de la Philosophie pour réécouter l'émission. Vous pourrez aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous aussi sur nos comptes Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous demain à 10h donc. Et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.